On débat de l'actualité aujourd'hui avec Cécile Doutrieux, avocate, fondatrice du cabinet Jury Défense Avocat. Je vous dis à nouveau bonjour, je vous ai déjà salué en ouverture, mais on recommence, ça fait toujours plaisir. Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Anne Cousin, avocate également. On a deux avocates en plateau, attention. Et puis restez avec nous, Léo Briand, cofondateur et président de VitaScience. On a commencé à aborder ces enjeux ensemble autour de l'intelligence artificielle, des plateformes numériques qui prennent de plus en plus de place. On va commencer avec ce premier sujet, la liste fournie par la Commission européenne de 19 plateformes, des grandes plateformes du numérique, qui ont jusqu'au 25 août pour se conformer au Digital Services Act, donc un nouveau règlement européen qui va s'imposer, qui va imposer aux plateformes davantage de contraintes. Elles ont une échéance un petit peu plus tôt que la mise en œuvre début septembre, parce qu'on va les tester. On va monter des audits en blanc pour voir si ces plateformes sont prêtes. Et dans cette liste, évidemment, il y a Twitter, mais ça, on en reparlera. On va commencer avec la liste des 19. Première réaction là-dessus. Ça y est, c'est la machine de la Commission européenne qui est lancée, là. Oui. Anne Cousin. Oui, tout à fait. C'est effectivement l'offensive européenne qui est lancée. Donc, on n'a pas beaucoup de surprises sur cette liste des 19. On s'y attendait évidemment. C'est à la fois des plateformes et des moteurs de recherche. C'est important de le dire. Donc, et il y a même Zalando, j'ai vu dans la liste. Il y a même Zalando, ouais. Tout à fait. J'étais étonnée. Ouais. Donc, ces plateformes, elles sont au cœur du dispositif européen, il faut bien le comprendre. Ce qu'on va leur demander avec l'entrée en vigueur du DSA, c'est un effort considérable, à la fois de s'interroger sur elles-mêmes et leur fonctionnement, c'est-à-dire rechercher pourquoi elles sont l'occasion des fausses informations, etc., et travailler là-dessus, et aussi se plier annuellement à un audit extérieur. Ouais. Donc c'est considérable, parce qu'en fait, ces plateformes-là, elles ont un fonctionnement secret. Là, on voit défiler la liste des 19. Même si parfois la justice française essaye de soulever le voile et de leur demander plus d'informations à l'occasion de référés engagées par des associations de défense de droits humains, elles sont très réticentes à fournir des informations, et là, elles vont avoir une obligation réglementaire de le faire, sous peine de sanctions, et de sanctions très élevées. Donc on change complètement la donne. Donc on va voir si elles vont effectivement jouer le jeu, mais on est probablement... Oui, parce qu'en plus, il va falloir... donc ces plateformes sont censées ouvrir la boîte noire, vous parliez de la boîte noire des algorithmes, aux experts mandatés par l'Union européenne. On ne sait pas trop comment ça va se passer quand même encore tout ça, Henri. On commence à avoir en tous les cas des indications assez précises, puisque déjà c'était prévu dans les textes que la Commission européenne devait se doter de structures d'expertise permettant d'assurer le contrôle. Alors il y a eu quelques débats entre le niveau européen et les niveaux nationaux. Je crois que ça a été pour le DSA en tous les cas réglé, ça sera au niveau européen. Pour un autre texte qui arrive, qui est tout aussi important, le Digital Markets Act, ouais. qui va arriver, qui entre en vigueur là et qui sera effectif à partir du mois de juillet, où il va y avoir d'autres plateformes qui vont être désignées comme gatekeepers, comme contrôleurs d'accès. Ça va être tout aussi important. Je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, fait valoir son droit. Je régule et je dis ce qu'on peut faire conformément aux valeurs de l'Union européenne sur le marché européen. Il ne faut pas oublier quand même que globalement, au niveau mondial, l'Europe, ça représente 30% du marché numérique. Alors je ne sais pas pour chacune de ces plateformes quelle est la part du marché européen, mais c'est 30%. Ouais, c'est énorme. Personne aujourd'hui aucune grande entreprise mondiale peut se dire je vais renoncer à 30% du marché parce qu'il y a une régulation. Là, pour le coup, on voit que l'Union européenne fait la force. Et puis, à cette phrase de Thierry Breton, « With great scale comes great responsibility ». Ça doit plaire aux avocats, ça. Effectivement, en fait, ça s'inscrit dans un mouvement qui date déjà de plusieurs années, où on parlait d'une charte éthique, effectivement, parce qu'on n'avait pas les moyens juridiques de réglementer, en fait, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était en octobre 2020. Après, vous avez eu le 21 avril 2021, justement, des règlements européens voulant légiférer sur l'IA pour la rendre plus transparente, les algorithmes, pour corriger les biais, pour lutter aussi, et on en reparlera, contre la désinformation en ligne et tous ces systèmes-là. Mais vous parliez d'un terme offensif. C'est vrai que l'Europe, l'Union européenne paraît très offensive, mais pour moi, elle a... et je le regrette, un rôle davantage défensif. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas au niveau technique, il faut bien le dire, à rattraper finalement notre retard en matière d'intelligence artificielle, de souveraineté numérique,
on a recours à la loi, effectivement, pour mettre des barrières à l'entrée du marché. Vous le disiez très justement, Henri. Forcément, se passer du marché européen, c'est extrêmement délicat pour ces entreprises américaines. Donc, il y a des façons de mettre des barrières, c'est par des taxes. Bon. Libre Et circulation, c'est c'est un peu peut-être difficile. trouver le moyen On a d'avoir lois. des règles pour jouer d'égal à égal aussi Oui, sur tout à ce fait. marché du numérique. Je pense qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a effectivement, et il faut le déplorer, il faut même le crier, pour l'Europe, c'est scandaleux, ce sont ces pertes d'autonomie technologique, cette incapacité de l'Europe à se doter de ses acteurs, et de l'autre côté, cette capacité à réguler. Elles ne sont pas antinomiques, parce que, regardez, les États-Unis eux-mêmes, d'une certaine manière, régulent tout autant, sinon plus que l'Europe. La Chine, de la même manière. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une autonomie technologique, qu'on a même une hégémonie technologique, qu'on ne régule pas par ailleurs ces acteurs. Donc, ce sont les deux piliers qui doivent faire avancer la technologie. Ce qu'on peut déplorer en Europe, c'est que ce pilier de l'autonomie technologique, de cette capacité à faire émerger des géants technologiques, soit si absente, et que ce soit véritablement des carences de notre continent. Ça, c'est vrai. Alors, je voulais qu'on écoute Thierry Breton, parce que j'ai titré plus particulièrement sur Twitter. On l'écoute. Il était sur France Inter. Et ce que je voulais dire pour répondre donc sur Elon Musk, donc j'ai proposé à ces plateformes de procéder avant le mois de septembre, où la loi va devenir de droit, d'aller faire des audits en blanc, parce qu'à partir du mois de septembre, pour tous celles qui opèrent, je suis en train de créer une équipe qui est une équipe extrêmement performante, qui va faire pardon cette expression, des descentes, quand les streamers devront le faire, parce qu'elle voit qu'il y a des problèmes dans telle ou telle plateforme. Il y a un nouveau shérif dans la ville, c'est vous. Et donc, on va le faire. Mais comme mon objectif, c'est quoi? C'est au fond que ces plateformes, évidemment, respectent désormais notre droit européen. Donc, je leur ai proposé de faire des audits en blanc. Et figurez-vous que Elon Musk a accepté. Donc j'irai faire un audit. Eh ouais, quand même des descentes. Et Thierry Breton, le commissaire européen, ira lui-même se déplacer chez Twitter. Ouais. Sachant qu'il y avait eu une initiative d'Elon Musk justement de libérer l'algorithme, en tout cas pour le fil d'actualité de Twitter récemment. Oui, pour le rendre plus transparent. Après, j'imagine qu'il y a d'autres éléments qui n'ont pas été libérés peut-être et que l'audit va aller plus loin que ça. Mais en tout cas, on a eu un premier élément qui va peut-être vers plus de transparence dans les algorithmes des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est intéressant concernant Twitter, parce que c'est vrai que Twitter, un peu obligé, a finalement été un des premiers à collaborer pour rechercher des auteurs. Ça a commencé en fait par des propos antisémites il y a de nombreuses années, où Twitter avait refusé effectivement de délivrer l'identité des abonnés des comptes, et effectivement avait été condamné par la justice. Et après, il s'est inscrit dans un mouvement d'ouverture. Et ce qui est très intéressant concernant Elon Musk, qui est certes un personnage fantasque, mais qui a véritablement le sens des affaires, c'est qu'il a signé aussi cet appel, justement, dont on parlera ensuite, à le moratoire faire une pause, sur l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, parce que lui... Tout en lançant sa propre entreprise. Il a acheté cette société, donc il a besoin effectivement de tout remettre à plat, et cette pause, effectivement... Alors, je ne dis pas qu'il n'a que de mauvaises intentions, et puis faire du commerce n'est pas une mauvaise intention, mais c'est simplement qu'effectivement, lui a une volonté d'ouverture, ça lui permet aussi de replacer comment positionner sa société par rapport à tout ça, même si je suis certaine qu'il a déjà une idée assez précise, mais cette volonté d'ouverture lui permet de se démarquer effectivement de ses concurrents et d'obliger ses concurrents qui sont déjà bien lancés, parce que lui, il faut qu'il remette en marche son entreprise, il y a beaucoup de salariés qui sont partis, ça lui permet effectivement, cette pause est plutôt pas malvenue finalement aussi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de pause. Justement, on va passer à notre deuxième actualité. C'est Yann Lequin qui donne pas 5 ans, en gros, à ChatGPT. C'est bien, ça change du discours qu'on entendait jusqu'ici. Voilà, interview à Ouzbek Erika. Il nous dit qu'il n'est pas du tout bluffé par les réponses fournies par ChatGPT, que c'est de la bonne ingénierie. Bon, alors en même temps, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, Yann Lequin. C'est quand même l'un des pères de la méthode du deep learning. C'est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, Facebook. Voilà, c'est médaille Fields. Enfin bon, c'est quelqu'un de vraiment très respectable. Mais ce qu'il nous dit, c'est surtout que ce ChatGPT, il a ses limites. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas produire des textes longs cohérents. On a un outil qui ne fournit pas des réponses fiables. Sur lequel on ne peut pas se baser en termes de sources. Et donc, selon lui, ces modèles vont disparaître et laisser la place à d'autres sur lesquels il travaille, bien évidemment.
Je pense qu'il réagit aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'hystérie collective un peu qu'on a en ce moment, où on prête à ChatGPT monts et merveilles, toutes les possibilités, la conquête de l'espèce humaine presque. Ouais. Je pense qu'il a raison de dire que l'outil est limité, et en fait finalement c'est ce qu'on essaie nous aussi à notre modeste niveau de faire. Après, je pense qu'il a été un peu dur quand même en disant que dans 5 ans, plus personne n'en parlera. Enfin, je ne vais pas parier avec lui directement, je pense, mais je serais prêt à prendre le pari. Voilà, je serais prêt à prendre le pari, en tout cas, que dans 5 ans, on en parlera encore. Ouais. Ne serait-ce que dans les chatbots qu'on aura sur l'ensemble des sites web qui seront capables de répondre mieux aux gens. Je pense à l'administration française, par exemple, où ce serait vraiment très agréable. Après, lui, son rôle aussi, c'est d'éviter qu'on ait trop peur de ces outils, parce que c'est quand même l'intelligence artificielle, c'est pas que ChatGPT. Non. Là, c'est un petit peu. Absolument. Donc, Oui. c'est vraiment une vision un petit peu limitée de. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Oui, je crois que c'est important de remettre ce modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI dans l'histoire du temps long. On travaille sur l'intelligence artificielle depuis la fin des années 50. C'est d'abord une discipline scientifique qui étudie la façon dont on peut modéliser le fonctionnement du cerveau humain pour arriver à des décisions. Et dans les années 70, il y avait déjà des modèles qui étaient fondamentalement différents de ce que l'on fait aujourd'hui. Ça s'appelait les systèmes experts. C'était dans cette famille des modèles d'intelligence artificielle. Il y a eu une conjonction ces dernières années de la disponibilité de la puissance de calcul, de la puissance de réseau, de la puissance de stockage, qui ont permis de mettre en œuvre des modèles, mais qui sont déjà anciens, qui sont connus depuis longtemps. Donc, il n'y a pas une révolution. Il y a d'abord une révolution, je crois, d'abord marketing, formidable, parfaitement réussi d'OpenAI, qui a réussi ce qu'aucune autre entreprise avait fait, d'avoir 100 millions d'utilisateurs, je crois, en 2 mois ou 2 mois et demi. Peut-être parce que juste personne n'avait osé lancer comme ça un outil qui était encore en version bêta. Voilà. Et souvent, on pose la question, quand on voit ce qu'est ChatGPT aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera dans 18 mois ? Je pense qu'il faut plutôt se poser la question, qu'est-ce que ce sera dans 18 ans ? Et c'est ça qui est important. Et donc, il faut de la formation, il faut de la capacité à s'approprier ces technologies, il faut de la capacité... Et où est l'Europe ? Alors là-dessus, avec un règlement quand même. Oui, mais il faut règlement. Il faut toujours de la régulation, bien sûr, c'est important. Et l'AI Act est important, mais il faut également... Alors Yann Lequin, il nous donne un conseil. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il nous dit, si l'Union européenne veut favoriser la structuration d'une industrie de l'intelligence artificielle, elle doit d'abord faire émerger une telle plateforme open source. Il nous donne un conseil quand même. Mais je pense que c'est un conseil tout à fait intelligent. L'open source est certainement une des voies importantes pour la capacité de l'Europe à restaurer son autonomie technologique. Ce n'est pas la seule. Il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la souveraineté technologique pour l'Union européenne, mais c'est une voie tout à fait importante et je crois qu'on néglige trop aujourd'hui la capacité. D'autant plus ce qu'on ne voit pas, c'est que l'open source aujourd'hui pétrit l'essentiel de nos infrastructures. Absolument. Et puis les leaders français de l'IA open source, c'est justement Hugging Face, la société. Donc elle n'est pas française cette société-là, mais elle a été fondée par des Français. Et c'est eux les leaders aujourd'hui au niveau mondial de l'open source dans l'IA, qui ont d'ailleurs lancé, j'ai vu hier ou avant-hier, un modèle qui s'appelle Hugging Chat, je crois, ou quelque chose comme ça, qui a vocation à être un challenger de ChatGPT, mais version open source. Oui, on les a reçus d'ailleurs en plateau. Mais il faudra que l'open source, le monde de l'open source, se conforme également à ces régulations, ce qui est beaucoup plus compliqué, manifestement, ce qui semble beaucoup plus compliqué, que ce soit en matière de sécurité, en matière environnementale et en matière de respect. Alors là, c'est bien, là, vous avez lancé un débat sur les réseaux sociaux, à mon avis. Il existe déjà. Ouais. Alors, je propose qu'on enchaîne parce que le temps passe très vite. Je voulais qu'on parle, notamment avec mes 2 avocates en plateau, de ce salarié, si je peux appeler ça un salarié d'ailleurs, ce chauffeur Uber, qui s'est fait virer par un algorithme, tout simplement, et qui a gagné son procès. Vous avez étudié ça de près, mesdames ? Oui, avec plaisir, parce que moi, c'est les plateformes qui font travailler effectivement des personnes me passionnent depuis de longues années, parce que ce qui est intéressant, vous disiez oui, ce salarié, on ne sait pas, mais en fait, c'est vrai que dans un premier temps, la société Uber, mais
comme d'autres, se sont installés avec des prix très attractifs. Ils proposaient véritablement un emploi aux chauffeurs. Ils étaient à leur compte, donc c'est toujours valorisant d'avoir sa propre entreprise. Et puis peu à peu, les conditions d'exercice se sont dégradées. Et finalement, ils ont demandé la requalification de leur contrat d'entreprise en contrat de travail. Ce qu'ils ont obtenu, enfin, il y a eu plusieurs recours devant la Cour de cassation, etc. Et c'est très intéressant parce que dans ce cas précis, c'est un logiciel d'intelligence artificielle en matière de ressources humaines qui aurait détecté qu'il n'a pas respecté un itinéraire qui était préconisé et donc il l'a sanctionné par un avertissement en lui disant voilà, vous allez être détaché de la plateforme si vous ne modifiez pas votre comportement. Et effectivement, par la suite, il a été. Et ce qui est terrible, c'est que même quand il a essayé d'avoir un recours, enfin de s'adresser à un humain pour expliquer ce qui s'était passé, ou en tout cas avoir une explication sur la décision de l'algorithme, porte close. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est au Royaume-Uni que la décision de justice a été rendue. Oui. Et en France, on a eu exactement la même décision, à savoir ce que retiennent les juges. C'est l'impossibilité d'automatiser à 100% une décision qui a des conséquences importantes pour un être humain. Là, pour le coup, peut-être que cette plateforme était sa seule source de revenus. Peut-être qu'il était inscrit apparemment aussi à d'autres plateformes, mais en tout cas, elle générait beaucoup de revenus pour lui. Et donc, c'est vrai que ça a des conséquences très importantes sur sa vie. Donc, il y avait la loi déjà pour une république numérique en octobre 2016 qui disait voilà, on ne peut pas, sans avoir recours à un être humain en parallèle, automatiser une décision par le biais de l'intelligence artificielle ou des algorithmes sans que un être humain intervienne. Et c'est ce qu'il demandait. C'est au Royaume-Uni que cette décision est intervenue et en France, on aurait eu exactement la même chose. Mais moi, ce qui m'interroge profondément, c'est juste, c'est juste que je suis étonnée que des plateformes comme Uber ont des juristes, j'imagine, pour les conseiller, que c'était tellement prévisible. On les écoute pas, les juristes, c'est connu. Ça dépend. Ça dépend. On va les écouter de plus en plus, là, j'ai l'impression. Vous vouliez ajouter quelque chose ? C'est une décision pas très étonnante, en réalité, puisque dans toute l'Europe aujourd'hui, grâce au RGPD quand même, donc l'Europe juridique existe, il faut quand même savoir le dire, on a un droit à ne pas être l'objet d'une décision purement automatisée qui a des conséquences juridiques. Donc c'est un droit reconnu comme tel dans le règlement. Donc il a fait valoir ce droit. Alors il n'a pas réussi à le faire valoir en interne, c'est-à-dire à l'égard de son employeur, mais il a réussi à le faire valoir devant un juge. Et donc en France, la décision sera exactement la même. Alors, dernière actualité qu'on va commenter ensemble, c'est cette idée d'ajouter une taxe sur les plateformes de streaming pour financer le secteur de la musique en France. C'est un rapport qui a été publié le 20 avril par le sénateur Renaissance Julien Bargeton. Il recommande de taxer d'1,75% les plateformes et il dit qu'en gros, ce sera $1 pour les abonnés. Henri ? Un problème. Oui. Une taxe. Bon, moi je ne veux pas me prononcer sur le streaming, mais on le voit. Il faudrait dégager 20 millions d'euros supplémentaires, selon le sénateur. Un problème, une taxe. Je ne sais pas si on peut continuer longtemps comme ça. On n'est pas sûr en plus que ce soit vraiment $1 pour les abonnés. J'imagine mal les plateformes, parce que les prix sont quand même déjà assez bas pour des écoutes illimitées. J'imagine mal qu'on ne ressente pas quand même passer cette petite taxe, nous aussi, sur nos abonnements. Une réaction ? Ça concerne aussi la volonté aussi qu'il y avait de lutter, en fait, de protéger les droits d'auteur, qui est quand même une loi qui n'a pas donné grand-chose dans les faits. Et c'est un peu la même solution finalement que les plateformes Digital Service Act pour les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes, etc. au niveau européen. C'est comme les droits d'auteur sont quand même respectés. Et puis il y a la redevance pour la copie privée aussi déjà. C'est pour financer le fonctionnement du Centre national de la musique, qui a été nouvellement créé, qui avait un financement qui était un peu aléatoire. Et donc là, il s'agit de renforcer le financement. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé le bon business model, c'est ça ? Je pense, quelque chose comme ça. Bon, vous aviez remarqué une autre actualité que vous vouliez commenter, Cécile Doutrillo, c'est la proposition de lutte contre le cyberharcèlement qui a été présentée par Elisabeth Borne hier. Voilà, alors c'est très intéressant parce que cette histoire de cyberharcèlement est déjà ancienne et on a beaucoup de mal en fait à l'endiguer de manière concrète. Et c'est vrai que les gouvernements successifs et le Parlement, sénateurs, ont vraiment tenté de remédier à ce problème. On a une multiplication de là. Il y avait aussi la loi contre la haine en ligne qui avait été déposée par Madame Laetitia Avia, qui effectivement avait été censurée en partie. Et là, on revient constamment à la charge. Je trouve ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est sur le terrain judiciaire où je ne sais pas, ma consoeur, ce qu'elle a pu constater, mais c'est vrai que les lois en France sont très complètes, sont très précises, mais il y a
un empilement en fait de législation et après sur le terrain c'est autre chose. Quand on a des dossiers, on veut les faire avancer concernant. Juste la d'un LME, mot, c'est donc ça très vous compliqué. semble pertinent? L'idée est pertinente, l'idée est Mais- louable. Le problème Mais sur vous le dites terrain, qu'il y a déjà c'est aujourd'hui les que, outils juridiques. quoi. les outils juridiques, on ne cesse de Ouais. réaffirmer et d'en faire un sujet du cyberharcèlement. Et je trouve ça très important parce qu'on gagnera davantage sur la sensibilisation et sur la moralisation finalement de l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage qu'on peut en faire. Merci. Il Voilà. faut vraiment qu'on Oui, oui. qu'on arrête là. On a vraiment dépassé tout le temps qu'on avait. Cécile Doutrieux, donc du cabinet Jury Défense Avocat. Henri Dagrin du CIGREF. Anne Cousin, je n'ai pas cité votre cabinet parce que je ne l'avais pas noté. Cabinet Hérald. Hérald, merci beaucoup. Et Léo Briand de Vita Science. On fait une petite pause et ensuite on part s'intéresser au sauvetage, j'ai envie de dire, des navettes Navia.